Imaginez en direct, le président russe affirme que si Erevan choisit de s'éloigner de l'Union économique eurasiatique pour se rapprocher de l'Europe, les conséquences pourraient être considérables. Hausse des prix de l'énergie, retour des barrières douanières, restrictions pour les travailleurs arméniens en Russie, baisse des investissements et ralentissement économique. Simple analyse économique ou véritable mise en garde politique? Derrière les chiffres avancés par Moscou se cache une question beaucoup plus importante. L'Arménie peut-elle réellement se tourner vers l'Union européenne sans payer un prix élevé? Ou assiste-t-on à une nouvelle démonstration de force de la Russie dans son voisinage stratégique? Dans cette vidéo, nous allons revenir en détail sur les déclarations de Vladimir Poutine, analyser les arguments avancés par le Kremlin, comprendre ce que l'Arménie risque réellement de perdre, mais aussi examiner pourquoi cette question dépasse largement le cadre arménien et pourrait révéler les nouvelles lignes de fracture du monde de demain. Car au-delà de l'Arménie, c'est peut-être l'avenir des relations entre l'Europe, la Russie et l'ensemble de l'espace post-soviétique qui se joue aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous avoir sur notre plateforme d'échange. Merci, je suis là pour vous dire merci. Merci d'être venu, merci d'être là. Et les amis, prenez le temps de regarder cette vidéo attentivement. Prenez le temps de l'écouter attentivement, les amis. Écoutons cette vidéo. Виктор Синек, МИЦ «Известия». La question a été discutée à la fois au sommet et en coulisses, notamment sur l'Arménie. Dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce que l'adhésion de ce pays à l'UE lui apporte? Quels sont ses avantages, et que perdrait-elle en cas de gel temporaire de son appartenance à cette organisation? Вопрос ожидаемый. Vous savez, c'est une question attendue. J'en ai parlé en petit comité, et je l'ai dit aux représentants de l'Arménie, au vice-premier ministre du gouvernement arménien. Je lui ai dit que notre conversation sur cette question ne pouvait être que franche, sincère et totalement ouverte. Je vais vous dire maintenant ce dont j'ai parlé lors de notre rencontre, je vais énumérer les points un par un. Notre collègue arménien, le vice-premier ministre du gouvernement arménien, a dit que oui, il pense que c'est juste, qu'il faut en parler honnêtement et ouvertement. Mais avant de commencer à répondre à votre question, j'ai noté point par point ce que vous venez de me demander et non pas avant la conférence, je l'ai fait lors de la réunion en petit comité. Mais il n'y a pas de secret, bien au contraire, je pense que tout le monde devrait le savoir. Cependant, avant de dire cela, je voudrais souligner ce que je considère comme extrêmement important. Les peuples russes et arméniens sont liés par des liens d'amitié sans aucune exagération et par des liens de relations particulières depuis des siècles. Nous avons des relations particulières, la Russie et l'Arménie, la Russie et le peuple arménien. Je l'ai dit à Nikolaï Vovaïevitch, il peut le confirmer, je lui ai dit, tout ce qui est bon pour les Arméniens est acceptable et bon pour la Russie. Faites comme vous le jugez bon, dans l'intérêt du peuple arménien. Vous êtes au pouvoir maintenant, la responsabilité de prendre la décision vous incombe, quoi que vous décidiez, ainsi sera fait. Et quelles que soient ces décisions, cela ne gâchera pas nos liens humanitaires, cela ne gâchera pas nos liens politiques. Mais dans ce cas précis, il s'agit de choses purement économiques. Il faut tout calculer, examiner attentivement et prendre une décision. J'en ai déjà parlé, la crise en Ukraine a commencé avec les tentatives de l'Ukraine de s'associer à l'UE. Nous n'étions pas contre, mais nous disions, écoutez, les normes phytosanitaires, par exemple, sont complètement différentes. Cela concerne l'accès au marché. En Russie, héritée de l'Union soviétique et donc pour tous les pays de l'UE actuels, les normes phytosanitaires sont beaucoup plus strictes qu'en Europe. Par exemple, nous avons des restrictions sur les produits génétiquement modifiés. Notre peuple ne veut pas manger d'OGM, et nous sommes obligés d'en tenir compte. Il n'y a pas d'études approfondies sur les conséquences pour l'homme de la consommation de ces produits. Les normes techniques sont complètement différentes. Certains mécanismes pourront être vendus chez nous, d'autres non, même les nuances d'acier, etc. Il y a beaucoup de choses qui, aujourd'hui, sont simplement incomparables. Elles ne peuvent pas coexister. Cela ne signifie pas que nous sommes contre, nous sommes pour. Mais cela demande du temps et des investissements. Parce que pour respecter certaines normes en Europe, qui sont probablement plus avancées que les nôtres, nous devons investir de l'argent pour créer une production selon ces normes. Et inversement, d'ailleurs. Donc, du jour au lendemain, il est pratiquement impossible de concilier l'un et l'autre. Par conséquent, nous serons obligés de pratiquement cesser tout notre travail avec l'Arménie dans le domaine économique concernant les processus d'intégration. Vous avez demandé quels sont les avantages. Voici comment nous les voyons. Peut-être que certains penseront que ce n'est pas le cas, c'est une question de discussion. Mais voici ce que nous voyons et non seulement la Russie, mais aussi tous les autres membres de l'UE comme avantage à entrer et à renforcer cette union.
Premièrement, l'accès à un marché vaste et protégé de toute l'UE, tant russe que celui des autres pays. Le commerce en franchise de droit. Des normes techniques et phytosanitaires communes, cela aussi facilite l'accès au marché. Une logistique simplifiée. Nous n'avons pas de frontières communes. Mais nous avons réussi à faire en sorte que la circulation des marchandises et même des services se fasse de la manière la plus économiquement avantageuse. Je vais vous dire ce que cela signifie. Des prix bas sur l'énergie, 600 € en Europe contre un peu plus de 150, je ne me souviens plus exactement, une ampleur incomparable pour l'Arménie. Mais j'énumère tout. On parle toujours de l'énergie, c'est important, mais ce n'est pas le seul avantage. L'investissement actif, selon les données de la Banque eurasiatique, les investissements cumulés en Arménie s'élèvent à 4,9 milliards de dollars. Dont 86% d'origine russe. Ceci sans compter les capitaux d'origine russe investis indirectement des représentants du monde des affaires arméniens investissent en réalité de Russie via des instrumentières. Donc 86% n'est pas tout, c'est en réalité beaucoup plus. Et après la rencontre, disons à Lyon, les partenaires européens ont promis d'investir 2,5 milliards d'euros. Comment? Quand il faudra voir. Mais 2,5 c'est tout de même moins que 4,9, sans compter les investissements indirects qui sont aussi en réalité du capital russe. La participation aux accords de libre-échange, ceux-ci seront également fermés. À quoi cela mènera-t-il? Le rétablissement d'un contrôle douanier complet et de droits de douane. Il faut calculer ce que cela représente. La fin de la reconnaissance des documents dans les domaines de la réglementation technique et des normes phytosanitaires. Les produits agricoles vont vers notre marché. Nous cesserons alors de reconnaître ces normes. Il faudra y revenir. Peut-être que nous les reconnaîtrons, que nous nous en contenterons. Peut-être pas. Il faudra voir où ira ce produit. Par exemple, pour le vin, en Espagne? En France? En Italie? Au Portugal? Où? Il faut réfléchir. La réduction des échanges de services, tourisme, services de transport, etc. Je reviendrai sur les transports. L'application aux travailleurs arméniens des exigences en vigueur pour les migrants des pays de la CEI. Cela signifie, pour travailler en Russie, il faudra acheter des brevets, pour accéder à l'assurance maladie obligatoire, il faudra résider au moins 5 ans, etc. Il y a de très nombreuses exigences, c'est une toute autre histoire. Il faut simplement que tout le monde en parle clairement, honnêtement. Le rétablissement d'un régime d'autorisation pour les transporteurs routiers arméniens. C'est inévitable. C'est un domaine d'interaction très complexe. Le relèvement des tarifs ferroviaires des tarifs intérieurs russes actuels aux tarifs du niveau des pays de la CEI. Et bien sûr, la hausse des prix de l'énergie. De telles préférences qu'aujourd'hui n'existeront évidemment plus. Selon nos estimations préliminaires, non pas les nôtres, mais celles de différents experts, cela conduirait à une perte d'au moins 14% du PIB de l'Arménie. C'est beaucoup ou peu, c'est une autre question, mais il faut tout peser et regarder. Si l'on prend les 3 dernières années, 2023, 2024, 2025, la croissance du PIB de la Russie a été de 4,1%, 4,9% et 1,5% l'année dernière, soit 10,3% de croissance sur 3 ans. L'UE, 0,4%, 1,1%, 1,5% respectivement. Et l'UE, 2023, 4,3%, 2024, 5%, 2025, 1,7% soit 11,4% sur 3 ans. Une union a donné une croissance économique de 11,4% sur 3 ans, l'autre union 3% de croissance. Il est clair qu'en Europe tout peut être plus compliqué pour diverses raisons. C'est une économie de haute technologie, il faut calculer à partir de la base, des deux bases. Mais la tendance est quand même là ici, les taux de croissance sont accélérés. Et nous demanderions à nos partenaires et amis arméniens, le Premier ministre Pachinian lui-même a dit qu'il envisageait et jugeait juste d'organiser un référendum sur la question de savoir où l'Arménie doit être dans l'UE ou dans l'Union européenne. Nous lui demanderions que cela soit fait le plus tôt possible. Ce discours de Vladimir Poutine sur l'Arménie et son éventuelle sortie du cadre d'intégration eurasiatique est bien plus qu'une simple prise de position économique. Il s'agit en réalité d'un message politique structuré, pensé pour peser à la fois sur l'opinion arménienne, sur les élites régionales, mais aussi sur les équilibres entre blocs économiques concurrents.
Ce qui ressort d'abord, c'est la manière dont le discours est construit autour d'une logique de comparaison directe entre deux systèmes d'intégration, l'Union économique eurasiatique d'un côté, et l'Union européenne de l'autre. Poutine ne se limite pas à une analyse technique. Il met en scène deux trajectoires possibles, presque deux visions du monde, avec des conséquences concrètes et chiffrées. D'un côté, il insiste sur les avantages de l'intégration eurasiatique, accès à un grand marché commun, suppression des barrières douanières, harmonisation des normes, énergie à bas coût, flux d'investissements massifs et continuité des échanges. De l'autre, il met en avant les coûts d'une rupture, rétablissement des frontières économiques, perte de reconnaissance des standards, hausse des coûts logistiques, durcissement des conditions de travail pour les ressortissants arméniens en Russie, et surtout une contraction significative des échanges économiques. Le chiffre le plus marquant avancé dans ce discours est celui d'une possible perte d'environ 14% du PIB arménien en cas de sortie du cadre eurasiatique. Qu'on prenne ce chiffre comme une estimation haute, basse ou intermédiaire, son rôle n'est pas uniquement économique, il sert de signal politique fort. Il transforme une décision diplomatique en arbitrage existentiel. Mais ce discours ne se limite pas à une logique de menace ou de pression. Il est aussi construit sur une idée centrale, l'interdépendance historique et structurelle entre la Russie et l'Arménie. Poutine insiste sur la dimension historique des relations bilatérales, sur les liens humains, culturels et économiques, et sur le fait que les décisions politiques ne devraient pas rompre ces équilibres. Ce point est important, car il permet de comprendre la stratégie de communication utilisée ici. Il ne s'agit pas de dire « restez avec nous », mais plutôt de dire « quelle que soit votre décision, elle aura des conséquences mesurables ». C'est une approche qui cherche à se présenter comme rationnelle, presque technique, tout en étant profondément politique. Un autre élément clé du discours est la mise en avant des différences de normes économiques et réglementaires entre les blocs. Les standards sanitaires, industriels, énergétiques ou encore agricoles sont présentés comme difficilement compatibles à court terme. Cette argumentation sert un objectif clair, montrer que l'intégration entre systèmes différents n'est pas neutre, et qu'elle implique des coûts d'adaptation élevés. Derrière cela, on retrouve une idée récurrente dans la vision russe de l'intégration régionale, les blocs économiques ne sont pas simplement des espaces de libre-échange, mais des ensembles cohérents avec leurs propres règles, leurs propres contraintes et leurs propres modèles de développement. Et dans cette logique, changer de bloc revient à changer de système économique. Il faut aussi noter l'aspect stratégique du discours sur les investissements. En opposant les flux d'investissements russes déjà installés en Arménie aux promesses européennes, Poutine cherche à introduire une distinction entre capital réel et capital potentiel. Autrement dit, entre ce qui existe déjà et ce qui reste hypothétique. Enfin, la dimension politique sous-jacente apparaît clairement lorsqu'il est question de référendum. L'idée d'un choix populaire entre deux orientations géopolitiques transforme un sujet économique complexe en décision démocratique directe. Mais cela a aussi pour effet de simplifier un débat extrêmement technique en une alternative binaire, et ouest, Eurasie ou Europe. Si l'on prend du recul, ce discours illustre surtout une chose, nous assistons à une intensification de la compétition entre modèles d'intégration régionale. L'Arménie se retrouve dans une position stratégique, à la croisée de deux ensembles aux logiques différentes, parfois incompatibles. Mais au-delà du cas arménien, le message est plus large, les choix économiques sont désormais indissociables des choix géopolitiques. Chaque accord commercial, chaque norme technique, chaque flux d'énergie devient un instrument d'influence. Et dans ce contexte, les discours comme celui-ci ne servent pas uniquement à informer ou à convaincre. Ils servent à cadrer le débat, à définir les termes du choix, et à orienter la perception des coûts et des bénéfices. La véritable question qui reste ouverte n'est donc pas seulement où doit aller l'Arménie, mais plutôt, dans un monde de plus en plus fragmenté en blocs économiques concurrents, existe-t-il encore un espace pour des trajectoires hybrides, ou sommes-nous en train d'entrer dans une logique de choix irréversibles? C'est probablement là que se situe le cœur du débat. Et c'est aussi ce qui rend ce type de déclaration particulièrement important, au-delà des chiffres et des arguments, elle participe à dessiner les lignes de fracture du système international de demain. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-le moi, et je serai ravi de lire vos commentaires. Partagez. C'est ce que nous partageons sur cette chaîne est important pour vous. Likez, commentez pour nous encourager. Je vous remercie. Je suis Afrique.